C'est depuis l'année passée, 2025, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué la loi sur le régime foncier en République démocratique du Congo. Il s'agit de la loi numéro 25/062 du 30 décembre 2025. Mais quelles sont les innovations de cette loi? Quel est le bien fondé de cette loi? Mesdames, Messieurs, cette question est abordée dans cette émission, votre émission Droit pour tous. Vous nous regardez de partout. Bonjour à vous et surtout bienvenue. Et sur ce plateau, un expert sur ce plateau pour en parler. Il s'agit de Maître Armand Lokeka et nous les présentons dans ses diverses casquettes. Il est doctorant en droit, il est praticien du droit au quotidien, il est chercheur en droit. Voilà. Maître Armand, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Nico. Bienvenue encore sur ce plateau des Droits pour tous, qui est votre plateau. Oui, merci beaucoup, parce que d'habitude, votre visite me rend très à l'aise. Et je vous félicite d'abord avant de toujours compter sur moi. Sur votre expertise. Afin que l'on échange. Je sais que c'est gratuitement qu'on le fait. Sinon, ça ne serait pas le cas ailleurs. Je suis content que vous puissiez vraiment penser à moi. C'est pas facile que vous me donniez cette valeur à cette hauteur. Toutefois, quand il y a une question de droit, que vous puissiez m'appeler. Et moi aussi, je vous promets de disposer le temps pour les échanges dans le jour à venir aussi. Merci de cet honneur que vous nous faites toujours. Alors, nous abordons notre question du jour ou notre matière du jour. Le président de la République, comme je l'ai dit à l'entame, a promulgué le 30 décembre 2025 la loi sur le régime foncier en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement, les téléspectateurs qui nous regardent savent que dans les domaines fonciers est un domaine où il y a en tout cas beaucoup de choses à régler. Et le président de la République a pensé commencer par une réforme. Quelles sont vos impressions d'emblée par rapport à cette réforme? Oui, certainement, je suis très content que l'on ait pensé, que le président de la République ait pensé à aborder une voie de réforme sur le secteur foncier, mais pourvu que ça soit réellement une réforme. Pourvu que ça soit réellement une réforme. Donc par là, vous émettez des réserves. Pourquoi je le dis? Puisque quand on modifie une loi, ça ne s'appelle pas automatiquement une réforme. La modification d'une loi n'est pas automatiquement une réforme. Elle devient une réforme quand ceci est comprise et pratiqué différemment. À ce moment-là, on parle que ce qui était, la forme est réformée. Mais ce n'est pas la modification d'une loi qui devient automatiquement la réforme. Pourquoi? Puisque en lisant la loi promulguée par le chef de l'État, du début à la fin, nous avons trouvé que à 80%, elle n'est pas saine. Je voudrais parler de son caractère sain, non de la sainteté, mais plutôt du caractère limpide sur la légistique. Vous trouverez par exemple l'article 2, l'ancien article 2 a parlé que nous avons des biens mobiliers et immobiliers. Et le nouveau article 2 enlève le mot mobilier et immobilier, mais remplace par meubles et immeubles. C'est pratiquement la même chose. Vous comprenez? Et on a modifié une loi. Il enlève immobilier et mobilier, il met meubles et immeubles. Ok, on concède qu'ils ont changé les mots. Les vocabulaires. Voilà. Et on arrive à l'article 4. L'ancien article 4 dit « Sont mobilier tous les autres droits patrimoniaux, notamment, on commence à citer. Et nos amis de la réforme
dans leur nouveau article 4, au lieu qu'il y parle que son immeuble, ils reviennent sur son mobilier. Donc le terme n'est pas parti. Le terme dont ils ont fait partir à l'article 2, le même terme revient à l'article 4. Vous comprenez? Je donne simplement cet exemple pour dire que toute modification n'est pas nécessairement une réforme, et plus surtout dans le secteur judiciaire, et plus surtout dans le secteur des actes législatifs. Vous voyez, c'est à cela que moi je dis, je veux par exemple aller à l'article 1er. L'article 1er a dit le bien ou droits patrimoniaux sont de 3 sortes. Le premier, il commence le droit de créance ou d'obligation, le droit réel et le droit intellectuel. Ça, c'est l'alinéa premier, l'ancien article. Et dans le nouveau article, ils intervertissent l'ordre. Simplement. Ils commencent, les autres ont commencé par le droit de créance et commencent par le droit réel qui était au milieu. Ils ont interverti l'ordre. Donc, je ne sais pas l'utilité de l'inversion de l'ordre de mots dans une disposition légale avait un jour causé un préjudice pour que ça nécessite une modification. Parce que droit de créance, droit réel et le droit intellectuel. Tous les droits sont là. Ils ont interverti. Au lieu, l'autre avait commencé par le droit de créance et prennent le droit réel. Ils mettent devant, l'enlèvent au milieu, et au milieu, ils mettent maintenant quoi? Le droit des créances au milieu et le droit des obligations. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Puisque pour modifier une loi, il faut que cette loi cause une nécessité évidente. On ne modifie pas une loi puisqu'il faut intervertir de mots qui ne causent aucun préjudice à quiconque. Mais est-ce qu'il y a eu des plaintes en amont pour qu'on en arrive? Je voudrais te dire, nous avons étudié dans l'ancienne loi. Je suis étudiant de l'ancienne loi. Nous n'avons rencontré aucune difficulté du fait que l'ancienne loi a mis droit de créance en amont. Au milieu, il met le droit réel. Au milieu, il met le droit réel. Et à la fin, il met le droit des obligations et le droit intellectuel. On n'a trouvé aucun inconvénient. Alors, la nécessité naîtrait à partir de quoi? De l'interprétation, de l'application ou bien de la lecture. Où est-ce qu'on a rencontré la difficulté pour intervertir le mot dans une disposition et amener pour dire non, nous promulguons la loi qu'on venait de modifier et compléter. Vous voyez? C'est ce que je dis que l'intention du chef de l'État est très bonne. Le chef a une très bonne intention. Et de bien faire les choses à un moment donné, quand je l'entends dire que je veux mettre fin au foliomètre, mais peut-être que cette intention n'est pas accompagnée avec une réflexion technique. Cette intention du chef, tantôt n'est pas accompagnée d'une réflexion technique, d'une réflexion d'intérêt général. Pourquoi? Puisque si c'était une question qui était soumise à une commission spécialisée des experts, qui sont en outre des personnes douées sur la rédaction de lois, des personnes douées sur la rédaction des actes, ça ne se ferait pas de cette façon. Ça ne se ferait pas de cette façon. À votre avis, vous êtes praticien du droit. C'est votre domaine Oui. de prédilection. Ça, c'est Donc, et oui. puis, est-ce que dans la pratique, est-ce qu'il vous est arrivé un jour à vous plaindre d'une disposition quelconque qui causerait, par exemple, préjudice à votre client ou encore à d'autres confrères qui... Non, on ne s'est jamais plaint. Tout ce qui est ici est clair. Ce que nous aurions voulu dire, je ne crois pas que nous avons trouvé une difficulté dans l'application de loi.
Mais nous avons trouvé la difficulté dans l'application de loi à travers les personnes qui doivent aider l'État à exister. Ces gens-là n'ont pas bien appliqué la loi pour aider l'État à exister dans les actes qu'ils posent. Mais la loi en elle-même n'a engendré aucune difficulté. Je veux vous lire une disposition encore pour que vous compreniez le problème. L'article 12. L'ancienne disposition dit ceci. Toutes les choses sans maître appartiennent à l'État, sauf ce qui sera dit au sujet de droit d'occupation. Écoutez la nouvelle loi. Sauf ce qui est... Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par sauf une disposition légale? S'il vous plaît. On commence par sauf ce qui est dit au sujet de biens en déshérence successorale, les choses mobilières sans maître sont régies par l'article 658 du décret du 30 juillet 1888 relatif au contrat des obligations de convention. Wow. La rédaction d'une disposition légale, même quand nous avons appris le français, on ne commence jamais par sauf. Le sauf ne peut pas être au début d'une phrase. Mais vous trouverez ceci, un applaudissement populaire, même des intellectuels applaudissent comme si nous avons bénéficié d'une bonne loi. Certes, on a bénéficié d'une bonne intention du chef. Les Congolais doivent savoir qu'on a bénéficié réellement d'une très bonne intention du chef de l'État de mettre fin au foliomène. C'est une très bonne intention. Mais nous voudrions que cette intention soit accompagnée d'une intelligence technique qui peut réellement aider cette intention à s'appliquer. Je voudrais ne pas être trop fort piquant pour dévorer ce texte, sinon je l'ai lu du début à la fin. Je vous dirais que dans chaque disposition, il y a un couac. Il y a un couac. Moi, dans chaque disposition, il y a quelque chose à relever. Et vous trouverez que des lois ici ne nous appartiennent pas, nous qui rédigeons. Quand on vous donne le temps de rédiger une loi, sors de la loi. C'est comme si tu es en train de faire un objet d'autrui. Ça ne t'appartient pas, toi qui rédiges. Ça appartient à autrui. L'autrui, là, c'est l'État. Qui demain, si tu meurs, toi, l'individu, la loi reste. La loi peut quitter le Congo vers Cameroun, vers le Sénégal, vers tous les pays. Et quand nous rencontrons de tels vices dans la rédaction de loi, non, nous disons au chef qu'il est important que dans ce pays, nous puissions créer une commission nationale de stratégie et de contrôle et d'inspection des actes législatifs. C'est très important. Sinon, les bonnes intentions du président de la République ne suffisent. Ne seront pas affichées en termes de bonnes intentions, mais seront affichées en termes d'intention simplement que le peuple ne bénéficiera pas. Maître Armand, parlons quand même déjà de ces phénomènes dits folio, un système de criminalité organisée reposant notamment sur la falsification des registres immobiliers. Oui. En savez-vous quelque chose? Oui, je suis très d'accord. C'est pourquoi je dis je suis très d'accord avec le chef. Il y a beaucoup de choses que moi je vais proposer, mais je risque d'être piraté. Il y a beaucoup de choses que je vais proposer. Je détiens une clé pour mettre fin au foliomène. Moi, je détiens une clé. Vous pouvez proposer. Mais je te dis, je crains d'être piraté. Je crains d'être piraté. Je crains d'être piraté. Puisque dans ce pays, ceux qui restent très longtemps dans leur laboratoire pour réfléchir sont trop peu. Vous souhaitez vous exprimer dans un autre cadre que celui-ci. Je détiens une clé pour mettre fin à ceci. Tout ce que l'on a fait dans cette loi, le 062, je peux l'appeler un procès d'intention. Vous trouverez certaines dispositions où on rend un conservateur responsable pénal et civil des actes qu'il pose. Entre-temps, le conservateur, c'est un préposé de l'État. Évidemment. Il pose les actes de l'État et non ses propres actes. Mais puisqu'on a une intention de corriger les conservateurs, on le rend responsable de tous les actes qu'il pose. Donc, par conséquent, les actes que signent les conservateurs ne sont plus les actes de l'État puisque lui en répond tant civilement que pénalement
Or, l'État est le civilement responsable des actes que pose ses préposés. Oh, Maître Armand, Ces principes étant déjà violés. Nous allons Il y a un y ensemble arriver. de cacophonies et nous disons bien, nous avons la clé pour mettre fin à ce et accompagner l'intention du chef de l'État à mettre fin au foliomène en RDC. Nous avons la clé. Vous avez la clé pour accompagner le chef de l'État à mettre fin à ce phénomène. Mais parce que c'est l'émission Droit pour tous, nos téléspectateurs qui nous regardent veulent comprendre chaque terme relatif au droit. Alors, parce que nous abordons cette question, ils aimeraient quand même savoir qui est un conservateur. Un conservateur de titres immobiliers, Immobilier, bien sûr. c'est un préposé de l'État chargé de signer les actes conférant le droit d'occupation de fonds, soit perpétuel ou ordinaire, selon le cas. Un préposé. C'est un agent de l'État. Que l'État lègue le pouvoir de signer les actes d'occupation de terre, d'occupation de fonds. Et c'est celui-là qui aujourd'hui, dans cette nouvelle loi, est rendu responsable du certificat d'enregistrement qu'il émet au nom de la République, du contrat que signe la République avec un particulier. Ce n'est plus la République qui est civilement responsable, celui Lui-même. lui. Donc, par conséquent, cet acte-là n'est plus l'acte de la République. C'est comme si on disait à un bourgmestre aujourd'hui que l'acte de mariage, si tu signes mal, on va t'arrêter pénalement et tu vas payer des dommages et intérêts. Or, l'acte de mariage n'est pas l'acte d'un individu qui le signe, c'est l'acte de l'État. Le titre immobilier que nous détenons, le certificat d'enregistrement, c'est un titre de l'État. Ce n'est pas le titre du conservateur qui le signe. Le conservateur a un pouvoir délégué. L'État lui a conféré ce pouvoir de le représenter dans ce secteur-là comme signateur de contrat d'occupation de terre. Mais comme c'était un problème à résoudre, qui du reste, les gens ont pensé que les conservateurs exagèrent et il fallait régler le compte aux conservateurs par voie d'une loi. Or, la loi ne vient pas régler les comptes. La loi vient réglementer une situation. Mais la loi ne vient pas régler les comptes aux individus bien déterminés. Non. Et il y avait plusieurs façons de réfléchir pour diminuer la délinquance dans ce secteur. Il y a plusieurs façons que de porter atteinte, d'élaborer toute une loi qui, du reste, vous lisez certaines dispositions, totalement un règlement des comptes. La loi devient personnelle qu'impersonnelle. Puisque si on fait une loi aujourd'hui en disant la loi sur les conservateurs, comment ils doivent se comporter, qui est l'autorité disciplinaire du conservateur? Mais il a quand même le conservateur a quand même des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi. Je te dis que c'est lui qui signe. Oui, mais comment est-ce que s'il commet une erreur, eh bien, il doit être poursuivi pénalement? Mais c'est cette loi ici, le 062, qui vient le rendre pénalement responsable et le rend même civilement responsable des actes qu'il pose. Donc aujourd'hui, le conservateur peut être condamné pour dommages et intérêts. Pour dommages et intérêts. Mais là, il n'est pas protégé. Il est abandonné dans la rue. L'État a abandonné son préposé. Au travers de cette loi, nous sentons un relâchement. L'État a relâché le conservateur, a abandonné le conservateur. Et l'État, en relâchant un préposé, en relâchant le conservateur, il oublie que je suis en train de porter atteinte aux actes qu'il pose à mon nom. Parce que l'acte qu'il signe, ce sont des actes que lui signe en mon nom en tant qu'État. Et je dois m'assumer de le protéger. Puisque les actes qui se posent dans l'administration publique, qui pose un administré, qui pose un fonctionnaire de l'État dans l'exercice de ses fonctions, l'État répond civilement et pénalement si on constate la mauvaise foi dans l'application, qu'il a agi en dehors ou au-delà. Ces actes sont attaqués devant le juge administratif. Et si on trouve
que ça constitue un faux, une altération grave de la vérité, il y a le juge pénal. Et si on constate il a commis une erreur, mais il était de bonne foi? Ces erreurs devront avoir le juge de réparation des erreurs. Pourquoi pas les actes d'état civil sont réparés par le tribunal de paix? Pourquoi pas donner à un juge réparateur des actes des conservateurs de titres immobiliers? Pourquoi pas? Ce sont des humains. Pourquoi l'on veut confondre que toute personne a droit à l'erreur? Toute personne. Et l'erreur du conservateur est érigée. Errare humanum est. L'erreur du conservateur est érigée maintenant en sanction pénale et civile sans trouver le juge réparateur de son erreur. Mais tous les actes de l'état civil sont réparables. Mais vous êtes des doctrinaires quand même. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis du droit administratif. Je n'aimerais pas que l'État soit absent dans un coin de la République. Que l'État soit présent partout. Qu'on sente que l'État est derrière les fonctionnaires, que l'État est derrière les préposés, que l'État est derrière les actes que l'on pose. Vous imaginez aujourd'hui, on démolit, par exemple le dossier, on démolit les maisons où l'État avait conféré le titre. Mais l'État est absent. L'État est totalement absent. Mais là encore, il y a à boire et à manger. Mais c'est le secteur. Foliomène, oui, un secteur, mais il y a aussi le secteur de démolition abusive et irrégulière. Je ne crois pas que le chef de l'État en soutient. Parce que j'ai un titre conféré par l'État congolais. J'ai un contrat avec l'État congolais. En bonne et due forme. Vous venez vous démolissez sans m'indemniser, sans justifier la démolition. Elle est faite pour quel motif? Mais semble-t-il qu'ils ont été préavisés. Ce n'est pas le préavis qui démolit. Soit que ce soit une démolition pour utilité, pour expropriation pour utilité publique, où l'État est en train de répertorier les personnes qui seront préjudiciées pour leur préparer une indemnisation conséquente. Ce qui n'a pas été Soit le l'État cas. appelle les personnes qui ont construit pour vérifier s'ils ont des titres. Et comme vous avez obtenu des titres par mois, et que je voudrais démolir pour construire un aéroport à ces lieux, je vous donne une concession qui est à tel endroit, avec un montant chacun de 5 000 $ pour que vous puissiez construire vos maisons. L'État, c'est comme ça. L'État ne regarde que la vie de ses citoyens. L'État ne peut pas être indifférent envers la souffrance de son peuple. Vous démolissez. Vous ne trouvez pas une solution. L'État ne trouve pas une solution. Mais l'État se vante d'avoir démoli. L'État se vante d'avoir laissé son peuple dormir à la belle étoile. L'État. C'est pourquoi nous disons, nous voudrions que de telles analyses se fassent sans aucune intention. Nous avons besoin de construire un État providentiel. On en a besoin. Donc, c'est pour vous dire que le secteur foliomène, un secteur de falsification de titres et consorts, tout ça, qui est en forme d'une délinquance en matière foncière, et aussi il y a une autre forme de délinquance sur le non-respect des actes de l'État conférés aux Congolais, aux citoyens. L'État ne respecte plus ses certificats d'enregistrement. L'État ne respecte plus ses contrats. Cette irresponsabilité de l'État constitue aussi un secteur dans lequel les chefs doivent s'investir. Que pendant mon temps de pouvoir, l'État doit respecter même une décharge, même un acte de reconnaissance. Si c'est signé par l'État, l'État doit respecter. C'est un fait. Mais comment est-ce que les actes qui sont posés par un conservateur sont contestés? Dans quel cas? Les actes qui sont posés par les conservateurs sont contestés par les partis préjudiciés de ces actes-là. Le conservateur a émis un certificat d'enregistrement qui, du reste, ne pouvait pas l'être pendant ce temps-là. Mais emporté par la version d'une seule partie. Le conservateur n'est pas un juge. Le conservateur est plutôt un agent de l'État qui est dans son bureau en train d'attendre les personnes qui viennent pour déposer le dossier sollicitant le contrat et les certificats d'enregistrement éventuels. Il s'en tient au titre, aux documents que vous amenez. Mais ce qui est grave, les conservateurs en abusent. Vous imaginez un conservateur qui
établit un certificat d'enregistrement, faisant référence à un jugement qui n'est pas encore frappé de l'autorité de la chose jugée, ni de la force de la chose jugée. Or, il le sait bien que pour qu'il établisse un certificat d'enregistrement, il faut qu'il y ait un jugement. Un jugement qui est coulé à la force de la chose jugée, c'est-à-dire qui n'est plus susceptible de recours. On lui annexe soit un certificat de non-appel, soit un certificat de non-pourvoi en cassation. Afin qu'ils disent que non, voilà, le litige est arrivé au bout. Et à ce moment, je peux établir un certificat, je peux émettre un contrat pour la signature. Mais malheureusement, les conservateurs... Est-ce qu'il a connaissance qu'il ne peut pas établir un certificat d'enregistrement si jamais l'affaire n'est pas encore close et que toutes les voies des recours sont épuisées? Je pense qu'on en puise par une quelconque expérience. On ne devient pas conservateur puisqu'il faut le devenir. Un conservateur, c'est quelqu'un que l'État apprécie au travers son parcours, tantôt jusqu'à arriver au rang de chef de division. Vous voyez? Tantôt arrivé jusqu'au rang de chef de division. Il y a certains conservateurs qui ont même le rang de directeur dans l'administration. Mais ils sont censés quand même avoir la maîtrise de quelques notions du droit. Ils sont censés connaître tout cela puisque c'est réglementé. C'est la loi qui le dit. Mais malheureusement, nos frères conservateurs et nos sœurs conservateurs vont au-delà. Ils le font quand ils sont devant une enveloppe tirée par le goût du lucre. Et voilà. Il établit un certificat en disant advienne que pourra. Et cet advienne que pourra le rattrape par cette loi aujourd'hui. Le rattrape par cette loi. Quand tu fais advienne que pourra, allez, on te rattrape. On va te condamner en dommages et intérêts et pénalement aussi. Donc l'État l'a relâché. Voilà en quoi je dis, nous devons aider les institutions de l'État et nous devons aider l'État lui-même à tenir sa responsabilité en main. Mais généralement, quelles sont les difficultés que ces conservateurs rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions? Certainement, je n'ai jamais été conservateur. Mais je sais que les conservateurs rencontrent une difficulté parce que le peuple est mal instruit. Ça, c'est le premier élément. Le peuple est mal instruit. Nous, même qui amenons des demandes chez les conservateurs, nous ne savons pas à quoi se limite notre pouvoir. Et qu'est-ce qui nous rend propriétaires d'un immeuble? Et pourquoi dois-je aller faire une falsification pour tirer un profit indu, un gain irrégulier? Voilà en quoi je dis, quand on n'est pas instruit, vous trouvez. C'est pourquoi je dis, pour mettre fin aux conservateurs, à ces erreurs, mettre fin aux falsificateurs, mettre fin à des ventes irrégulières des immeubles, nous avons la clé. Nous avons la clé, mais j'évite que ton émission soit une émission par laquelle on va me pirater. Vous voyez? Je dis que nous avons la clé. Les moments venus. Je pense que notre numéro est affiché au bas de l'écran. Si jamais vous voulez contacter Maître Armand Lokeka pour avoir la clé dont il est en train de parler, eh bien, vous n'avez qu'à nous consulter, à nous appeler sur le numéro affiché au bas de votre écran. Eh bien, il va vous apporter toute la lumière, la clé, comme il est en train de le dire si bien. Alors, Maître Armand, pensez-vous que cette loi dont nous sommes en train de parler est venue réduire ou est venue alimenter davantage les conflits dans ce secteur? Non, cette loi n'est pas venue réduire et ça ne réduira pas les conflits. Pourquoi vous allez dans les États sérieux, il n'y a plus de conflits immobiliers? Tous ces 80% de personnes qui dirigent ces pays sont des gens qui ont vécu en Europe, qui ont vécu au Canada, qui ont vécu ailleurs. Trouvent-ils dans ces pays-là des conflits immobiliers comme au Congo? Et pourquoi nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre fin à ça? Parce que l'État a récupéré sa responsabilité. Vous voyez, l'État a récupéré sa responsabilité. C'est là le débat sur la clé que je voudrais remettre à ceux qui gèrent le pays. Moi, je n'ai pas besoin de détenir éternellement cette clé. Je dois le remettre. Mais je ne veux pas être piraté. Je ne veux pas être piraté. Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir pour mettre fin aux conflits immobiliers en RDC? Quelle est la stratégie? Mettre en place. C'est là l'intelligence que nous sollicitons de nos autorités,
du chef de l'État qu'il est important, quand vous formez des gens, utilisez-les correctement. Les Congolais intelligents ne sont pas utilisés correctement. Comme vous, on va pas, on non, va, je me dis on pas va pas intelligent, se mais en voiler fait, la je ne face. me dis pas intelligent, mais néanmoins, moi, je suis informé congolais. Je ne vante pas une intelligence d'ailleurs. Je suis issu de mon université, qui est l'université de Kinshasa. Je suis en train de faire mon doctorat. C'est simplement au niveau de la thèse que la Belgique m'accepte pour que je fasse ma thèse. Mais moi, je ne suis pas l'émanation de la Belgique. J'ai fait le thèse, je suis stratège. C'est pas être très prétentieux. Je ne le fais pas en prétentieux. Je te dis que je suis localement sorti. Et je ne suis pas un intelligent, mais je voudrais que les intelligents soient utilisés correctement. Bien évidemment. Qu'ils soient utilisés correctement. Et puis c'est ce qui manque à ce pays. Oui, mais c'est ce qui affaiblit même le leadership du pays. Parce que s'il faut amener les gens à la compétition du foot, nous faisons des sélections. Pourquoi bien évidemment. Oui, pourquoi on ne peut pas prendre le foot comme un exemple à tirer pour que nous puissions élever notre leadership, tant sur le plan politique, diplomatique, scientifique et ailleurs. Sélectionner des joueurs. Ce ne sont pas des gens qui vont nous faire des choses comme ça, puisqu'ils ont trouvé l'opportunité de l'écrire. Non, non. Le pays nous appartient tous. Il ne faut pas qu'on trouve gonfler les papiers, prendre l'argent de l'État pour ne rien produire. Soyons sérieux. Je ne suis pas d'accord, ça m'engage que moi, que nous soyons en train de soutenir des gens qui sont en train de nous mettre dans l'opprobre. La honte d'un État est plus dure qu'une femme qui marche nue dans la rue. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que nous... Oui, c'est plus dur. La honte d'un État est plus dure que trouver une femme qui marche nue dans la rue. Puisque celle-là, son ami peut venir avec un pain, il l'emballe. Mais dis-nous, si aujourd'hui nous sommes dans la honte, tout un pays, qui va nous ramasser? Soyons conséquents. Il y a une disposition, on va terminer, on est déjà à la dernière minute, Maître Armand Lokeka, pour finir cette émission. Il y a une disposition dans cette nouvelle loi qui parle de la mise en valeur en ayant seulement 10 ans, alors que dans l'ancienne loi, il était prévu à 25 ans. Mais c'est tout ce que nous réclamons en fait. La nécessité d'un contrat. Moi je pense que ceux qui avaient un contrat de 25 ans, ce sont ceux qui signaient de contrats de concession ordinaire, les étrangers. Les perpétuels, c'est nous les Congolais. Les ressortissants. Nous sommes là pour vivre dans les perpétuels. Alors, quelle est la nécessité qui a modifié, quel est le problème fondamental de la révision ou de la diminution de 25 ans? Quel est le problème fondamental? Vous pouvez nous éclairer? Les amis qui ont travaillé cette loi, ça n'était pas leur préoccupation en principe. Leur préoccupation, c'était les conservateurs. Donc ils avaient visé ils sont allés la ailleurs, personne du conservateur. conservateur. Au début. Ils sont allés ailleurs faire l'inversion des termes et là-bas, aller toucher le nombre d'années sur les concessions ordinaires et tout. Ça n'était pas leur objectif. Puisque ces dispositions n'ont engendré aucune difficulté dans leur application. Le président de la République a le pouvoir aujourd'hui de prendre une décision pour dire tout le bien qui appartient aux étrangers qui ne sont pas en règle, à telle date, reprennent, l'État reprend. Nous avons connu. Alors, ça cause quelle difficulté? Ils peuvent nous dire combien d'étrangers qu'ils ont arraché des parcelles? Le service était en difficulté d'arracher des parcelles en évaluant l'exécution des contrats? Est-ce que les 25 ans, quand il voit qu'il est déjà à la 9e année, il peut vendre, non? Bien sûr. Il a perdu? Non. Or, vous voyez même les contrats d'occupation momentanés qui sont en train de se faire sur les constructions dans la ville. Vous construisez chez moi et vous utilisez durant 15 ans. Vous comprenez? Ce sont des contrats. Évidemment. Alors, vous trouvez que c'est bizarre. Moi, je veux simplement dire que nos amis n'ont pas ça comme objectif. Mais ils sont allés toucher des choses qui n'ont créé aucun problème à la République. Mais selon vous, qu'est-ce qui devait être retouché ou modifié ou encore ajouté dans cette nouvelle loi? Vous savez,
on devrait différencier les deux titres. Le titre que l'on confère sur... Je donne un exemple simplement. Les titres que l'on confère aux étrangers devraient porter un autre nom. Et le titre que l'on confère aux Congolais devrait porter un autre nom. Un autre. Vous comprenez? Le débat, il est clair. Revoir le contrat, à tel point que le contrat actuel, l'ancien contrat là de 1900 combien, devrait être revu. Et le certificat d'enregistrement ne devait pas avoir beaucoup de détails comme actuel. Vous voyez? Il y a des choses qu'on devrait revoir. La souplesse de l'administration. La souplesse simplement, la fluidité de l'administration. Pour permettre, à tout le monde d'avoir accès. La fluidité. Combien de jours faudrait-on obtenir un titre? Afin que ceux-là se sentent dans le travail. Ils habitent souvent, ils restent dans leur bureau là sans aucun travail. Ils sont venus depuis le matin en train de causer. Et tantôt il y a même du travail, mais ils ne font rien puisqu'ils ne sont pas contraints. Ils ne sont pas motivés aussi. Ils ne sont pas contraints. Non, motivation, les gens peuvent penser que non, peut-être pour des raisons matérielles ou financières. Mais contrainte légale. Que si vous ne sortez pas le document à autant de jours, vous ne serez plus en train de le gérer. Et là, ça engendre un problème disciplinaire envers un agent de l'État. Aujourd'hui, tu as entendu dans le secteur public ou de fonction publique, la commission de discipline entend combien d'agents de l'État par jour? Ce sont des choses à réveiller. Voilà, maître, nous arrivons à la fin de... Si on me donnait pour faire étude, j'aurais sorti plusieurs choses à modifier. Malheureusement, je n'ai pas été payé pour ça. Je n'ai donné qu'un seul exemple. Juste un petit conseil avant de définir cette émission en 30 secondes. Le conseil que je donne, que nos autorités, nos responsables sachent que la politique est un corps et le droit est l'habit de ce corps. Si nous avons honte de sortir nus dehors pour éviter les scandales, évitons de sortir la politique sans règles. Ça va créer des scandales. C'est-à-dire, à côté de chaque politicien, il est inévitablement important qu'un bon juriste soit à côté pour faire habiller les actes politiques avec un conseil de droit utile et nécessaire. Les bonnes intentions du président de la République sont obligatoirement figées d'être accompagnées par des intelligences techniques de droit. Sinon, Monsieur le Président, vos bonnes intentions ne seront que des théories sans que ça ne puisse entrer dans les bénéfices de ton peuple. Merci. Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka, pour tous ces éclairages. Vous comprenez, mesdames, messieurs, que la matière est tellement abondante que nous n'avons pas pu exploiter même la moitié de ce qui devait être fait. Alors, nous rappelons que Maître Armand Lokeka est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Il est praticien du droit au quotidien, doctorant, et il est chercheur en droit. C'était un plaisir pour nous d'entrer dans votre maison avec la matière donnée par un expert. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement. Bye.